Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de l'art. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la musique classique. Si vous n'avez pas vu, la dernière vidéo c'était de l'histoire de l'art. Je vous parlais des différents types de perspectives. Je vous mets le lien pour aller la voir si vous l'avez raté. Aujourd'hui on va parler du concerto numéro 1 de Rachmaninoff. C'est pas le plus connu. Les numéros 2, numéro 3 sont bien plus célèbres, bien plus joués. Mais j'ai toujours beaucoup aimé ce premier concerto et ce qui m'a toujours frappé, c'est que je le trouvais plus moderne, finalement, que le 2 et le 3, alors qu'il avait été normalement composé avant, puisque c'est le premier concerto. Et j'étais étonné, finalement, qu'on n'en parle pas plus souvent que ça, que ce soit pas si souvent joué, etc. Donc je m'y suis un peu plus intéressé, et j'ai découvert que 99% des fois où il est joué en concert, où il est enregistré, il s'agit de la version révisée. Et il se trouve que si la version originale, qui date de 1891, a été donc composée plus de 10 ans avant le deuxième concerto, eh bien il se trouve qu'il a été révisé plusieurs années après le troisième concerto. Donc pour faire simple, vous avez le premier concerto, puis le 2, le 3, et ensuite encore le premier concerto qui a été révisé quelques années plus tard. Donc ça explique, on va le voir, cette modernité. Alors, le fait de réviser des œuvres, c'est très courant chez Rachmaninoff, c'est quelqu'un qui n'avait pas vraiment confiance en lui, et il l'a fait pour sa deuxième sonate pour piano, et il l'a fait également, par exemple, pour son quatrième concerto pour piano, mais il y a bien sûr d'autres exemples. Alors, il va composer ce premier concerto alors qu'il a 19 ans, donc c'est vers 1890-1891, donc c'est lors de sa dernière année d'études au Conservatoire de Saint-Pétersbourg. Son professeur, c'est le compositeur russe Arensky. Je vous recommande, voilà, je vous mets par exemple un CD que j'ai beaucoup aimé, un concerto d'Arensky, mais il y a plusieurs œuvres intéressantes si vous ne le connaissez pas. Donc c'est sa dernière année et il doit composer une œuvre pour terminer ses études. Donc il va composer un concerto pour piano, hein, vu que les pianistes c'est assez normal. Et on recommande aux élèves de se servir d'un autre concerto, d'un ancien concerto, comme modèle, pour avoir une base de structure à suivre. Ce n'est pas le but de le copier, mais on prend la structure générale, après on y met ses propres thèmes, ses propres développements, etc. Rachmaninoff va faire le choix du concerto opus 16 de Grieg. Pourquoi? Parce qu'il est très célèbre d'abord, mais surtout parce que c'est son préféré. Et enfin, dernière raison, parce que son cousin germain, Alexander Siloti, qui est un pianiste très célèbre, était à ce moment-là en train de répéter justement ce concerto de Grieg en prévision de sa tournée de concert dans les années 1890. Donc c'est certainement ça aussi qui a fait que Rachmaninoff est tombé amoureux de ce concerto et qu'il a décidé de s'en servir comme base. Et il se trouve que ce premier concerto que va réaliser Rachmaninoff, il va être dédié justement à son cousin Siloti, ce qui confirme cette théorie. Donc concrètement, ce que va faire Rachmaninoff, c'est qu'il va vraiment reprendre trait pour trait la structure des premiers et troisième mouvements du concerto de Grieg, et après dedans il va y mettre ses propres thèmes, ses propres développements, mais la structure, la conception globale, l'architecture sont les mêmes. L'œuvre va être créée en 1892, 17 mars pour être précis, par l'orchestre des étudiants du conservatoire, c'est normal, hein, c'est dans le cadre de ses études, à la baguette Vassili Safonov, qui est le directeur du conservatoire, et au piano, bien entendu, Rachmaninoff lui-même. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette version? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette version qu'on peut écouter? Là je vous mets un exemple de l'enregistrement que j'ai pu écouter. C'est un bon concerto, hein. On va le voir, hein, on va parler de la révision. Bien sûr, c'est assez proche quand même, on reconnaît le premier concerto, mais il y a quand même pas mal de différences entre les deux. Dans ce concerto, c'est vrai qu'il reste encore un peu archaïque. On voit que c'est un jeune compositeur. Il y a principalement deux voix, ça ne va pas beaucoup plus loin. Vous avez le piano et derrière l'orchestre qui accompagne. Même des fois, ils sont à l'unisson. Hein, voilà, donc on est très loin de partir sur du contrepoint, etc. Des fois, on est sur de l'unisson. L'orchestre, des fois, se réduit au vent, voilà, de manière très légère. Donc, c'est vraiment un concerto pour pianiste, et on voit que Rachmaninoff n'est pas encore totalement à l'aise avec la composition pour orchestre et l'orchestration. Il va se passer quelques années, et Rachmaninoff, vers 1900, va demander à son éditeur de ne plus diffuser la partie orchestrale de son concerto pour piano, à comprendre que
on pouvait toujours diffuser la version certainement pour deux pianos, pour piano à quatre mains. Puis il va se passer encore quelques années, et dans une lettre du 12 avril 1908, c'est-à-dire c'est à peu près un an avant d'avoir terminé son troisième concerto, il écrit qu'il va se mettre à réétudier ce premier concerto pour se demander déjà, est-ce que ça vaut la peine de se lancer dans une révision? Est-ce qu'il y a une matière, est-ce que il y a un potentiel? Et il veut aussi savoir combien de temps prendrait une telle révision. L'avis qu'il a sur son concerto numéro 1 est très dur, mais je pense, bon, il était très dur envers lui-même en général, Rachmaninoff, mais je pense que là, il n'avait pas tout à fait tort. Il trouvait que bon, ce concerto était horrible dans sa forme actuelle, c'est un peu exagéré, c'est un très bon concerto pour un compositeur de 19 ans, et il trouvait l'orchestration qui était vraiment ratée, et qu'il fallait totalement la refaire, et là-dessus, c'est vrai qu'elle était vraiment limitée, l'orchestration, et il va vraiment l'améliorer. Donc ce n'est qu'en 1917, 9 ans plus tard, là il a 45 ans, il a beaucoup composé, notamment pour l'orchestre, qui va faire une nouvelle version. Cette version va être créée en 1919, 2 ans après, à New York, puisque Rachmaninoff va quitter la Russie pour vivre et finir sa vie aux États-Unis. Bien sûr, ça sera Rachmaninoff encore au piano, ça sera l'orchestre de la Société symphonique russe sous la direction de Modeste Altschuler, ça se prononce comme ça, je suppose. Alors pour les modifications, on peut voir que le premier et le troisième mouvement ont été un petit peu raccourcis, et que de manière générale, il y a une volonté de Rachmaninoff de retirer un petit peu les influences qu'il avait. Bon, il avait 19 ans, c'est normal, hein. Il débutait, il n'avait pas encore sa propre façon de composer, et donc il y avait certaines influences de compositeurs qu'il a tenté de supprimer. Pour le premier mouvement, c'était surtout des influences de Tchaïkovski qu'il a retirées. Et aussi, au niveau du tutti central du premier mouvement, et la première moitié de la cadence a été aussi complètement refaite. Pour le troisième mouvement, c'était surtout l'influence de Chopin qu'on sentait, et donc il a réécrit ce troisième mouvement, qui passe d'ailleurs de Allegro scherzando à Allegro vivace. Bon, attention, hein, l'œuvre, on reconnaît quand même que c'est la même œuvre, hein, il n'a pas repris à zéro non plus. Et puis, de manière globale sur l'ensemble, il a un petit peu diminué l'influence de Grieg, hein, je vous l'ai dit, il était servi comme base le concerto de Grieg opus 16, donc là il a un petit peu réduit au niveau global pour en faire quelque chose d'un peu plus original. Qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi comme modification? Déjà l'orchestre est beaucoup moins statique, l'orchestration a énormément progressé. Il y a aussi la relation entre le piano et l'orchestre qui est beaucoup plus intéressante. C'était très archaïque aussi au début, dans la version de 1891. C'était vraiment un coup le piano, un coup l'orchestre, ou les deux à l'unisson. Voilà, là c'est beaucoup plus dynamique, les deux se mélangent beaucoup plus. Les sonorités sont bien plus modernes, hein, on voit que c'est un concerto du début du XXe siècle, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, même si ça reste de la musique tonale, hein, bien entendu. Rachmaninoff n'est jamais parti vers l'atonalisme. On peut remarquer aussi que c'est moins pépère, hein, dans la version de 1891, là, ça se déroulait, c'était agréable, hein, moi j'aime beaucoup la version de 91, mais voilà, il y avait moins de surprises au niveau harmonique et au niveau de l'orchestration. Là, tout ça a été vraiment développé. Aussi, un élément très marquant, c'est le troisième mouvement. Avant, il commençait par une petite intro par les cordes, alors que dans la version révisée de 1917, on rentre directement par une grosse fanfare avec des cuivres très puissants, et ça c'est typique aussi du début du XXe siècle, la puissance des concertos, ou les puissances des œuvres symphoniques, et le rôle joué par les cuivres. Donc globalement, il y a eu une énorme amélioration, d'après moi, par rapport à l'original. S'il avait laissé le premier concerto comme il était, c'était un beau petit concerto, bien sympathique, mais il en a fait vraiment une œuvre qui, pour moi, n'est vraiment pas loin du deuxième et du troisième concerto. C'est vrai que le deuxième concerto a des thèmes totalement extraordinaires, et la partie pianistique est vraiment très intéressante, mais je trouve que l'orchestration du premier concerto révisé est quand même de meilleure qualité et vraiment plus intéressante. Pour les enregistrements, avant de vous laisser, si vous voulez vous intéresser à ça, vous avez d'abord, bien sûr, je vous l'ai montré, voilà une version que je vous propose d'Alexander Guindin. C'est pas mal, c'est une bonne interprétation. Pour moi, c'est pas au niveau, hein, si vous comparez ça avec les plus grands pianistes, c'est pas du même niveau. Mais ce qui va surtout être intéressant, c'est du très bon niveau, il n'y a rien à dire.
c'est que vous avez les versions originales du premier concerto, mais aussi la version originale du quatrième concerto. Et cette version originale du quatrième concerto, c'était la première mondiale, la première fois qu'on l'a enregistré. Donc, vous voyez, ce CD a un double intérêt. Sinon, très intéressant aussi, vous avez cet enregistrement par Enguerrand Friedrich Lull d'Olgeruki, qui est un compositeur d'ailleurs, pianiste, mais aussi compositeur contemporain très très intéressant. Je vous en reparlerai de Lull, parce que c'est de la musique totalement tonale, inspirée de la musique romantique, et c'est vrai, il a composé plusieurs dizaines d'œuvres, et ça je vous recommande. Si vous cherchez un peu des compositeurs nouveaux, contemporains, mais qui font de la musique tonale et expressive, voilà un très bon compositeur. Là, c'est en tant que pianiste, il a enregistré les deux versions dans un arrangement pour deux pianos. Et je trouve ça toujours intéressant d'écouter des arrangements pour deux pianos. Ça permet de voir vraiment la structure de l'œuvre au-delà de la qualité de l'orchestration. Et après, vous revenez à la version orchestrée et vous allez même plus apprécier la qualité de l'orchestration. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce concerto et ces deux versions. Alors bien sûr, il n'y a aucun doute là-dessus, la version révisée est largement supérieure, mais en tout cas, ce que je regrette, c'est que les CD, les enregistrements, et même dans les concerts, les programmes de concert, ne précisent pas assez souvent qu'ils jouent la version révisée de 1917. Il faudrait que ce soit marqué à chaque fois pour qu'il n'y ait pas le moindre doute. Et pourquoi pas, d'ailleurs, un peu plus jouer des fois la première version, pour un petit peu changer. J'aurai aussi l'occasion dans de futures vidéos de vous parler des fois d'un cas particulier, on le trouve aussi chez Rachmaninov, c'est des fois vous avez deux versions comme ça, mais vous avez des interprètes qui se permettent de prendre un peu des deux côtés et créer leur propre version. Ça je vous en reparlerai, mais c'est le cas de la deuxième sonate pour piano de Rachmaninov. Il avait fait une version originale, une version révisée, mais le grand pianiste Horowitz avait lui-même, et c'est pas le seul à l'avoir fait, mélanger un petit peu les deux versions pour créer sa propre version. Et on retrouve la même chose aussi avec l'opéra Carmen de Bizet, où là aussi c'est assez compliqué, il y a plusieurs versions, et il y a une tendance chez les chefs d'orchestre à un petit peu faire leur marché, récupérer à droite à gauche dans les différentes versions pour créer leur version. Mais ça, Carmen de Bizet, je vous en parle très bientôt, certainement d'ici à peu près une semaine, je vous parlerai justement de ces différentes versions. C'est fini pour cette vidéo. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel est votre concerto préféré de Rachmaninov. Voilà, est-ce que c'est le 2, le 3, les deux plus connus, ou peut-être justement ce premier concerto. En tout cas, voilà, j'attends vos avis. Dites-moi aussi si vous avez pu écouter la version originale, qu'est-ce que vous en pensez, si vous préférez peut-être la version originale. La prochaine vidéo, on revient aux arts visuels avec un architecte, Vitruve, l'architecte le plus chanceux de l'Antiquité. En attendant, pour être au courant de la sortie des vidéos sur Vitruve, mais aussi bientôt sur le Carmen de Bizet, abonnez-vous, bien sûr, c'est gratuit. Cochez la petite clochette, ça vous permet d'être notifié, d'être prévenu que la vidéo va sortir. Bien sûr, cliquez sur le pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, et si vous le pouvez, s'il vous plaît, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou autres, pour aider au développement de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao.